Salut les amis, j'espère que vous allez. Alors oui, je reviens après 3 semaines. Ouais, j'ai eu un petit souci, mais bon, enfin bref. Je reviens vers vous parce que j'ai énormément de lectures à vous partager. J'en ai 11, voire 12, parce qu'au fait, j'enregistre cette vidéo, il me manque une lecture que je suis en train de lire et j'aimerais bien l'inclure dans cette vidéo. Donc je verrai bien si j'arrive ou pas à la lire, enfin à l'inclure ou pas, et voilà. Donc on va partir, on va commencer. Vous allez voir, il y a de tout, mais réellement de tout. Il y a du thriller, du contemporain, du développement personnel, du jeunesse. Je crois même qu'il y a... Je sais pas si j'ai de la fantaisie, je me souviens plus. Mais enfin bref, il y a de tout. Il y a réellement de tout. J'ai passé de très bonnes lectures pour la plupart. Je vais pas les mettre dans l'ordre, je vais les mettre comme par rapport aux ceux que j'ai eu en service presse au départ. Comme ça, c'est plus facile pour moi de vous les montrer via mon iPad. Donc voilà, on va commencer. Alors, j'ai lu... j'ai lu Une lumière dans la nuit de Stacy Willigan chez Talent Édition. Donc en fait, c'est une réédition parce que ça a déjà été édité, je pense, il y a quelques années. C'est un thriller domestique, je dirais. C'est l'histoire au fait d'une jeune femme qui est psychologue, qui a eu une enfance assez particulière dans le sens où son père a été incarcéré pour le meurtre, l'enlèvement et le meurtre de plusieurs jeunes filles il y a 20 ou 30 ans, enfin bref, je sais plus exactement combien de temps, mais enfin elle était gamine. Et justement, c'est l'anniversaire des 20 ans, je pense, hein, il me semble que c'était 20 ans. Après 20 ans, il y a de nouveau des meurtres qui se font avec les mêmes indices, enfin les mêmes choses, et donc elle se pose la question, qu'est-ce que c'est que ce délire, comment que ça se fait, parce que son père est en prison, donc voilà, normalement ça ne peut pas être lui, donc c'est sûrement un copycat ou un truc comme ça, enfin bref. C'était une bonne lecture. J'ai trouvé ça un peu difficile, enfin c'était pas fouillis, mais je veux dire que quand des fois on passait donc du présent au passé, et il y a des fois, il fallait quelques lignes pour savoir si on était dans le passé ou dans le présent, en fait. J'ai trouvé ça un peu compliqué des fois, à certains moments. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas, parce que c'est pas un chapitre passé, un chapitre présent. Non, c'est carrément dans le texte. On passe du passé au présent tout le temps. Alors il y a des fois, c'est bien signifié que ça va être le passé, mais il y a des fois, on lit l'histoire et puis on se pose la question, ah oui, non, mais c'est au passé, quoi. Donc voilà. Sinon, voilà, c'était une très bonne lecture. J'ai vraiment bien apprécié. Ça date, oui, j'ai un peu du mal à vous en parler parce que ça date quand même d'il y a facile 3 semaines. Donc voilà, il y a plus de 3 semaines que je l'ai lu. Donc sinon, j'ai vraiment bien aimé. Les personnages étaient tout à fait crédibles, sauf que l'héroïne, au fait, je la trouvais un peu niaise, au fait. Elle se laisse trop vite avoir, enfin bref. J'ai vraiment bien... Enfin, j'ai trouvé ça des fois... ouais, qu'elle se laissait un peu... Enfin, se laissait un peu... un peu... un peu trop manipulée, au fait. Mais sinon, c'était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Je recommande fortement cette lecture. Elle change tout à fait du style habituel, et voilà. Ensuite, j'ai lu les enquêtes. Oups là, non, ça c'est Mini. Non, ça c'est Willow. Mais non. Ah, où est-ce que c'est? J'ai lu Les enquêtes de Milady, le tome 1, donc c'est Le baiser de la tulipe noire. Chez Fleuve Noir, donc c'est de Maxime Fontaine et de Bertrand Puat. Alors c'est un...
cozy mystery, enfin non, un cozy crime plutôt, historique. Alors, qu'est-ce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Au fait, ça se passe enfin, ça se passe en 1600 et quelques, 1640 je crois à Paris. Donc Milady c'est le futur bras droit au fait. Le tueur à gages, entre guillemets, l'espionne de Richelieu, et ici elle n'y est pas encore. Donc ce sont ses débuts donc, dans l'aristocratie, donc elle est quand même aristocrate, mais ce sont ses débuts d'enquêtrice amateur, et donc du coup elle a une double personnalité dans le sens où au départ pour les gens de la haute, elle est juste vendeuse de thé, mais pour certains, elle est en effet une détective. Et c'est sûr qu'il faut lire depuis le début, parce qu'il va y avoir une trame dans toute l'histoire. Dans les prochains tomes, il y a déjà des tomes de prévus. Si vous lisez pas le premier tome, vous ne comprendrez rien, je pense. Réellement. Maintenant, je ne sais pas, mais je sais pas comment vont être les prochains tomes, mais c'est déjà dit dans la 4e de couvre, comme quoi les prochains tomes, il y a une trame en fait, réellement. Et pas juste la trame juste de l'histoire peut-être d'amour entre l'un ou l'autre personnage, non, c'est vraiment par rapport à l'intrigue. Donc ici, elle va partir donc dans le fin fond du sud de la France, dans un château, je sais plus lequel, désolée, j'ai un peu oublié. À la recherche d'un mystère, au fait. On lui dit que la famille est maudite, qu'une sorcière a maudit cette famille parce que elle n'a pas réussi à convoiter ce qu'elle voulait, enfin bref. Et il va se passer un meurtre. Le meurtre du cadet, non, du plus vieux des fils de la famille. Mais au fait, ils vivent dans le château, et donc il y a le grand-père, les 3 enfants, non, les 2 enfants plutôt. Oui, les 2 enfants, qui ont eux-mêmes des enfants, et là c'est le successeur, entre guillemets, d'une des familles. Donc il est mort, c'est assez particulier parce qu'on le retrouve dans son lit avec les lèvres noires et entouré de tulipes noires. Et donc voilà, ça commence un peu comme ça, c'est une intrigue assez particulière. Tout était fermé, donc c'est un peu un mélange un peu avec... comment expliquer? Avec un peu un arrière-goût d'Agatha Christie, et en même temps un roman de KPDP, donc d'aventure, parce que ça se passe pendant les mousquetaires. Donc ici, il y a des combats à l'épée, il y a des cavalcades à cheval, enfin bref, c'est tout à fait historique, enfin historique dans le sens, ça se passe dans le temps, ça s'est passé, enfin ça s'est pas réellement passé, hein, mais je veux dire, ça aurait pu, hein, c'est de l'historique qui est dans le sens où bah, ce sont quand même des gens qui ont existé, enfin non, qui n'ont pas existé. Parce que je pense, non, qui n'ont pas existé, mais qui, voilà quoi, qui auraient pu exister dans le temps. Bon, à part peut-être Richard, peut-être que le cardinal, je sais pas, enfin bref, voilà. Et moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça un peu lent au départ, parce que je savais pas du tout où on allait nous emmener. Et puis tout compte fait, ça s'est bien terminé, ça c'était pas mal. Je m'attendais pas du tout à ça, à cette fin, qui est, comme je vous dis, une fin qui n'est pas vraiment une fin. Réellement. Ça, je spoil un peu, mais dans un sens, c'est pour ça que je vous dis que si vous devez lire, si vous avez le taux, enfin là il n'est pas encore sorti, mais si un jour vous commencez cette saga, il faut le commencer par ce premier tome. On ne sait pas ce qui va se passer, on sait la fin quand même du mystère, mais il y a une trame qui va se continuer donc dans tous les épisodes qui vont arriver. Donc franchement, je vous le conseille fortement, c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé.
Voilà. Ensuite, Pops. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Mais allez, non, allez, stop. Ça ne va pas aujourd'hui. Alors, une petite pépite, franchement, je l'ai adoré ce livre. C'est Noël en péril à Sainte-Allée de Sapin de Karen Pombe, donc aussi chez Fleuve Édition, que j'ai adoré. Mais que j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai rigolé en lisant ce livre. Alors, c'est pas un gros roman, hein. C'est une romance de Noël, donc qui fait même pas 200 pages. C'est Karen Pombe en plus, donc ça se passe à Sainte-Allée de Sapin, donc ça veut dire que c'est le 3e tome de sa petite saga à Sainte-Allée de Sapin. Le premier c'était Qu'est-ce qu'on fait à Noël, Qu'est-ce qu'on fait à Noël, on se marie, c'était le tome 2, donc ici c'est Noël en péril à Sainte-Allée de Sapin. Il pourrait y avoir une suite, sans problème, donc franchement je vous conseille à fond cette petite romance de Noël, franchement, j'ai adoré. Alors, l'écriture, c'est du Karen Pond tout craché, avec des moments d'émotion, mais en même temps de franche rigolade. Il se passe des choses à mourir de rire, que ça soit pour tous les personnages, hein, parce qu'elle ne s'attaque pas seulement qu'à un seul personnage, je ne sais plus, c'est son personnage principal, j'ai oublié son prénom, enfin bref. Non, c'était génial quoi. Enfin, il faut lire du Karen Ponte, c'est toujours pour te donner du moral et tout, et surtout ces romances de Noël qui elles te remontent le moral totalement parce qu'il ne se passe rien de très grave. C'est toujours de l'amour, de l'amitié. Enfin, c'est du grand bonheur quoi. Il y a rien à faire. Moi, je suis à fond dedans. Je pense que je relirai au fait les 2 autres tomes à un moment parce que j'ai vraiment bien accroché. J'ai adoré, mais réellement, enfin, j'avais adoré les 2 premiers tomes. Je me souviens que j'avais bien rigolé et tout, mais ici, celui-ci m'a vraiment fait vraiment bien marrer. Donc l'histoire ici, c'est que Santal de Sapin va perdre son usine par un ancien habitant de Santal de Sapin qui veut revendre et veut faire de la pâte, enfin, un genre de pâte en tube du repas de Noël, donc de la dinde farcie, un truc dans le style, enfin bref. Et donc il dit, si vous le voulez que votre usine revienne avec, c'était des lanternes, non des... C'est quoi qu'ils vendaient? Des trucs de Noël, enfin une décoration de Noël, je ne sais plus. Et donc, si vous voulez qu'on refasse ces décorations de Noël, vous devrez me payer autant d'argent. Je crois que c'est 170 000 euros. Et donc, du coup, nos amis, donc la fratrie, la famille que l'on suit, je ne sais plus leur nom, enfin bref, va tout faire pour essayer de trouver cet argent. Donc voilà. Et en même temps, nous avons deux nouveaux personnages dans cette histoire et c'est trop gentil, enfin c'est mignon et tout, et comme je vous dis, c'est à mourir de rire, donc franchement foncez, j'ai adoré, tout simplement j'ai adoré, coup de cœur, comme d'habitude sur Karen Ponte. Et ensuite, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai encore d'autre ah oui, là ce sera plus mitigé, j'ai lu Sarah et le secret de la loi de l'attraction de Esther et Jerry X chez Mama Édition. C'est en jeunesse, mais qui est en un développement personnel. Alors, ils disent que ça a été vendu à 1,5 million d'exemplaires dans le monde. Ça date d'il y a quand même déjà quelques années, au fait, donc il vient seulement de l'éditer ici en Europe, enfin, du moins en France. J'ai pas été complètement convaincue, au fait. Mais déjà, enfin, il y a un petit quiproquo, c'est qu'au départ, je pensais que c'était une BD, au fait. Mais non, rien à voir, c'est un roman. Bref, c'est pas grave, j'ai lu le premier tome, il y a 3 tomes, je suis en train de lire le 3e tome, donc c'est pour cela que je ne sais pas si dans cette vidéo vous aurez ce 3e tome ou pas, mon avis sur le 3e tome, mais en tout cas, je vais vous donner mon avis sur les 2 premiers tomes. Donc ça parle de Sarah,
qui est une petite fille un peu étrange, dans le sens où elle est toute seule, elle vit un peu dans son monde, mais elle trouve que on l'embête un peu trop. Elle a un petit frère un peu agaçant. Elle trouve que la vie est pas toujours très juste. Enfin bref, la vie d'une petite gamine de base, hein, mais un peu dans son monde, donc un peu en retrait. Et elle va rencontrer Solomon, qui est au fait un hibou, un grand hibou, et qui va lui parler. Alors oui, c'est un peu étrange. Franchement, c'est assez étrange, hein. Un hibou qui parle, bref. Et celui-ci va lui expliquer comment faire pour que... Enfin, va lui expliquer ce que c'est la loi de l'attraction, et donc de lui rendre la vie plus heureuse, lui rendre la vie... Enfin, que sa vie soit du bonheur, quoi. Rien que du bonheur. Parce que la loi de l'attraction, c'est pour tout le monde, et si on l'applique, eh bien, nous sommes logiquement heureux. Toutes les mauvaises choses qui pourraient se passer, on les met dans le sens que ça doit aller bien, et tout, enfin bref. C'était pas mal, l'histoire était vraiment, franchement pas mal, j'ai quand même bien aimé. Bon, maintenant, je sais pas si réellement un enfant va comprendre cette histoire. Je dis pas que c'est incompréhensible, mais cette loi de l'attraction, je sais pas s'il va le comprendre tout seul. Je pense qu'il doit être accompagné d'un adulte, parce que moi-même, il y a des moments où j'étais un peu perdue, donc voilà. Mais je pense quand même qu'un enfant seul, voilà. En plus de ça, bon, ça a été écrit en Amérique, les enfants américains et les enfants européens, c'est pas du tout la même façon. Ils ont pas du tout la même façon de vivre, donc, et même les parents et tout, enfin, c'est totalement une autre façon de vivre et tout, et de penser. Donc voilà, je pense que pour chez nous, ce serait plus à lire avec des adultes. L'enfant lui-même, je pense qu'il va pas vraiment comprendre. Même si c'est appliqué chez un enfant, hein, vu qu'il lui explique à elle, de manière très simple, ce que c'est la loi de l'attraction. Mais je sais pas s'il va... voilà. C'est mon seul bémol. À part ça, l'écriture est géniale. Franchement, elle est vraiment pas mal. Ça se lit tout seul. C'est pas encore trop compliqué. Enfin, c'est pas... Mais voilà, il y a des petites lenteurs, il y a des petits moments où on a un peu du mal à se dire oui mais il y a ça, il y a ça. Enfin, voilà quoi. Donc ici c'est l'éveil, on va voir ce que va donner la suite. Donc dans la suite, le tome 2, c'est les lois de l'attraction, donc le secret de la loi de l'attraction, la pratique. Et là par contre, j'ai un peu moins apprécié. Dans le sens où donc il fait 250 pages. Les 150 premières pages, ouais, je sais, je suis un peu fataliste, mais c'était lent. Franchement, déjà, on voit pas du tout, quasiment pas Solomon. Ici, au fait, Sarah va faire la rencontre d'un jeune garçon qui est dans son école, mais qui n'a pas du tout la même, qui est pas dans la même classe. Maintenant, j'ai oublié son prénom. Seth, voilà. Et donc voilà, Seth est aussi un petit garçon un peu étrange et tout, et elle va lui faire rencontrer Solomon, mais très tard dans l'histoire. Et donc ici, elle va apprendre à pratiquer ce qui est la loi de l'attraction, de manière encore assez ludique, et donc ici, ils vont tous les deux bah, voir un peu ce que c'est, et voilà, il va se passer plein de choses après ce moment, ces 150 premières pages, l'histoire folle, enfin, s'envole et est super intéressante, super intrigante, enfin, il se passe plein de choses. Et là, on comprend un peu ce que c'est la loi de l'attraction, en fait. On comprend un peu mieux, et donc voilà. Mais toujours le même souci, c'est que je suis pas certaine qu'un enfant tout seul va tout comprendre. Donc il faut, je pense, qu'il soit accompagné. Mais bon, sinon, ça peut être une lecture qui pourrait peut-être l'intéresser, je ne sais pas, parce que c'est pas... C'est pas une histoire très facile à... Je vous dis, c'est pas facile à comprendre quand même, parce que c'est quand même du développement personnel, et il y a des subtilités
dans le récit qui fait que ben, ça peut être compliqué pour lui de comprendre. Mais sinon, franchement, la fin de l'histoire était vraiment pas mal. Enfin, la deuxième partie de l'histoire était vraiment pas mal. J'ai apprécié. C'était vraiment bien. Et donc voilà. Pour le moment, je suis en train de lire le tome 3. Je vous dirai si oui ou non j'apprécie ou j'apprécie pas. Tout compte fait, j'ai lu le tome 3 donc, de Sarah et le secret de la loi de l'attraction, tome 3, la maîtrise de Esther Égérie X, donc chez Mama Édition. J'ai très bien apprécié cette lecture. J'ai mieux apprécié celle-ci que les deux autres, dans le sens où ici, en effet, on nous explique comment maîtriser cette loi de l'attraction par le biais de choses un peu plus difficiles à gérer dans une vie, au fait. Donc ici, Sarah et Seth vont rencontrer Annette, qui va devenir leur meilleure amie en même temps. Et elles vont, ils vont vivre des expériences un peu plus compliquées. Et de là, ça va être plus facile à comprendre en fait cette loi de l'attraction, plus facile à expliquer. Alors je ne sais toujours pas si en effet les enfants vont comprendre cette loi, cette façon de vivre, mais en les accompagnant et en leur donnant des comment, je cherche le mot, désolée, des exemples très concrets, ils vont peut-être bien comprendre cette loi de l'attraction. En tout cas, moi personnellement, je ne sais pas si je vais réussir à la maintenir tous les jours, hein, parce que franchement c'est assez complexe, c'est pas toujours évident, surtout quand il vous arrive quelque chose de grave ou pas grave, mais quand il vous arrive quelque chose de malheureux ou que vous êtes en colère ou quoi, forcément vous avez plus difficile à trouver cette loi de l'attraction. C'est tout simplement de vivre la vie comme elle vient et de voir que le bon côté des choses et de se dire oui on veut ça, eh bien on va l'avoir. C'est vraiment ça. Et si on veut vraiment ça, il faut y penser, le souhaiter et après l'oublier et revenir sur autre chose. Et toujours comme ça, toujours essayer de vouloir ce que l'on veut, ce que l'on désire et le voir plus loin dans l'avenir. On n'aura pas nécessairement là tout de suite, mais on peut très bien l'avoir dans quelques temps, dans quelques années, voire peut-être ça dépend de ce que l'on désire. Donc voilà, il faut vraiment il faut poser les bonnes questions et se poser les bonnes questions et voir si c'est faisable de le faire et tout. Mais ici, à ce qui paraît, tout pourrait être pour eux, tout est possible et faisable et réalisable et que si tout le monde faisait ça, eh bien tout le monde serait plus heureux. Donc au fait ici c'est vraiment chercher à être heureux dans sa vie. Donc franchement j'ai vraiment bien aimé, je vous conseille réellement de lire cette petite trilogie, elle est très intéressante. Bon pour moi c'est pas mon type en temps normal de livre, mais voilà, j'ai découvert cette façon de vivre, enfin cette façon de lire, cette façon de vivre, et voilà, on verra bien ce que ça va donner. Comme je vous ai dit, c'est juste pour les jeunes. Est-ce qu'ils vont réellement comprendre? J'en sais rien. Peut-être qu'eux auront plus facile à comprendre qu'un adulte, hein, forcément, parce que les jeunes sont plus, entre guillemets, malléables, on va dire ça comme ça. Ils découvrent la vie, donc ils ont plus facile à... Et puis ils sont souvent plus vite extasiés par quelque chose, ou ils vont plus vite chercher les bonnes choses par rapport aux mauvaises choses. Donc voilà. Bref, c'est à découvrir. Je vous le conseille fortement. Franchement, réellement, je vous le conseille. Ensuite, on va faire une petite pause dans toutes les lectures que j'ai fait en numérique, dans le sens où je vais vous présenter une BD, enfin deux BD, dont une en numérique. Donc, Et ce grémier, le tome 4 plutôt, Le chamois et la comète, donc de Di Gregorio et Barbucci, chez Dupuis Éditions. Regardez-moi cette belle couverture. Donc, c'est l'histoire de trois jeunes filles, enfin de trois sœurs, qui ont chacune leur petit caractère. Elles s'appellent Sarah. Oh mince, j'ai oublié. C'est une constellation. Enfin bref, il y a Lucie, c'est la dernière. Et la deuxième, c'est... Oh mince, j'ai oublié. Je sais pas s'il est noté là. Enfin bref.
Euh, Ah mais là c'est la meilleure ça. J'ai oublié, tiens maintenant. La troisième sœur. Ah mais là c'est la meilleure. Ah j'ai oublié. Et je l'ai, hein. Je sais que je l'ai, je l'ai sous le bout de la langue. Euh, Cassiopée, voilà. Il semblait bien, ça je me disait. Enfin bref, Cassiopée. Donc c'est Sarah, Cassiopée et Lucie. Donc qui sont donc trois sœurs qui ont des parents un peu particuliers dans le sens. Enfin, la mère non, ça va être infirmière, mais le père vit un peu dans les étoiles, dans le sens qu'il est astronome. Euh, et bah, enfin, il est scientifique et donc il part dans le monde entier. Elle ne le voit quasiment jamais. Et là, pour une fois, elles vont le rejoindre dans les montagnes parce qu'il est dans une il est à un observatoire. Mais ce jour-là, enfin à ces moments-là, il y a une comète très particulière qui va passer. Il l'a reconnue, enfin il la suit depuis des années et bah, il voudrait bien la voir réellement, enfin bref, et il la faire découvrir au monde. Et donc du coup, bah, ces jeunes filles, au départ, bah, elles voient leur père et puis tout compte fait, elles ne voient pas trop, enfin bref. Mais du coup, elles partent dans une quête, la quête du chamois qui n'a qu'une corne. Donc ça va être au fait une histoire intergénérationnelle. Euh, Ça va être une histoire entre ben, la, la relation entre des filles, enfin entre les filles et leur père. Ça va être une histoire quand même aussi de fraternité, enfin de sororité. Enfin bref, c'est une histoire super mignonne, toute gentille. Euh, il va se passer plein de petites choses parce que c'est vraiment de l'aventure pure. Hein. Il se passe, elles font toujours leurs petites quêtes et elles ont toujours, dans tous les tomes, au fait, il y a une petite histoire, enfin il y a une petite quête et tout. Et donc je trouve ça super mignon. J'ai adoré, comme d'habitude. Les, les dessins sont pour moi très très beaux. Euh, je vais vous en montrer une. Donc voilà, pour moi c'est vraiment c'est magnifique. Enfin c'est une genre, ça me fait penser un peu. Pour moi c'est du même acabit. Franchement je le dis réellement que la boîte à musique. Moi j'ai vraiment bien aimé. À part que la boîte à musique c'est du un peu du fantastique, qu'ici c'est totalement du réel, hein, ça se passe réellement dans la vie et tout, mais franchement, pour moi c'est du même degré, j'aime vraiment bien, c'est vraiment une petite, ma petite BD doudou, euh, je vous conseille absolument cette BD. Donc du coup, Vianney de Gallet et Dupuis, j'ai eu le dernier tome qui vient de sortir. Oups, hop, yep. Attendez, je vais vous montrer. Non, mais tu vas y arriver. Voilà. Qui sont les trois souhaits. Donc, le tome 5. Les trois souhaits. Je vais y arriver. Les trois souhaits, donc, de Di Gregorio et Barbucci. Donc, chez Dupuis. Franchement, oui, non, on voit pas super bien. Je trouve que il fait un peu trop. On voit pas trop bien la belle image. En tout cas, tout ce que je peux vous dire sur cette petite histoire, c'est que ça se passe à Noël déjà. Donc, c'est à lire maintenant, absolument. Maintenant, vous pouvez lire sans problème les tomes séparément. Vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre, dans le sens où ce sont à chaque fois des nouvelles histoires. Il y a bien sûr le fil conducteur avec la fille, mais sans plus, quoi. Il n'y a pas vraiment un fil conducteur réel entre tous les personnages et tout, ou dans les intrigues. Donc vous pouvez sans problème le lire en one shot là tout de suite, sans avoir lu. Moi je me suis dit je vais quand même lire le tome 4 parce que ça faisait un petit temps qu'il était dans ma palle, et que voilà, j'avais envie de le lire, et puis hein, voilà. Et que bah, du coup je les ai lus tous les deux le même jour. Donc ici ça se passe à Noël, et les trois sœurs vont encore partir dans une petite quête, entre guillemets, dans le sens où ben, elles vont rencontrer, elles se sont dit, elles font le sapin et tout, elles regardent les cadeaux, et puis elles se disent, oh mince, on s'est pas fait des cadeaux. Et donc du coup, elles partent au village, enfin à la ville, chercher leurs cadeaux pour leurs sœurs, chacune, hein. Et elles rencontrent un Père Noël qui leur dit, voici une boîte avec 3 allumettes, et chaque allumette vous donne droit à un souhait.
elles se disent ouais mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Enfin du moins la Sarah qui est très terre à terre dira mais non moi j'y crois pas et tout. Et mais en même temps Cassiopée se dit ah moi je voudrais bien, j'espère pouvoir voir une licorne. Enfin bref, le rêve de sa vie, c'est ça. Donc du coup, elles vont faire leur souhait à un moment ou à un autre. Il va se passer plein de petites choses. Une petite chose avec Yumi. J'espère que... Voilà. Bref. Et alors, est-ce qu'elles vont voir une licorne? Est-ce que leurs souhaits vont se réaliser? Bref, j'ai adoré. C'était tout mignon, tout gentil. C'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé les dessins. Moi ici, je peux pas trop vous les montrer parce que voilà, à moins que... Non, je n'ai pas téléchargé sur le iPad. Bah si. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. S'il veut bien me le remettre. Non, il veut plus. Bref. Je vous conseille fortement Les Sœurs Grémillet. C'était une super belle histoire à lire, je vous dis forcément à Noël. Et voilà. je peux pas vous en dire plus dans le sens où si je vous raconte toute l'histoire de la BD, ça va pas être chouette pour vous. Et en même temps, je peux pas trop vous en dire plus dans le sens où je vous parle déjà du tome 4, je vous dis que c'est un bonbon, qu'il faut le lire. Je vous devez connaître cette série, cette petite saga BD jeunesse, parce qu'elle est vraiment trop mignonne, trop gentillette. Elle vous donne, bien sûr, comme toutes les séries un peu BD enfant, enfin jeunesse, un petit thème bien particulier qui est soit l'amitié, la sororité, ou fait, bref. Et ici, c'est le partage tout simplement. Et en même temps, c'est ce que l'on peut donner à l'autre. Parce que leurs souhaits, elles vont les réaliser, enfin, elles vont les souhaiter, ce sera rarement pour elles-mêmes, quoi. Donc voilà. Franchement, je vous dis franchement, lisez ces ces BD. Depuis le début, elles sont trop mignonnes. Je pense que la première, c'était plus sur la nature, par exemple. Parce que ça parlait avec Lucie, et Lucie est dans son petit monde, comme quoi elle aime bien d'être toute seule, et en même temps, elle aime bien la nature. Elles ont vraiment chacune leur petit caractère, et c'est très sympa. Je trouve ça, oui, non, je trouve ça super sympa. Je trouve ça trop mignon et tout, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'autres petits romans. Enfin, d'autres petits romans. Il m'en reste 4 à vous parler. Oui, ça fait déjà une demi-heure. Oui, ça va être un point lecture un peu long cette fois-ci. Je vous parle du second tome de Love Story, donc Immortality Love Story, donc de Dana Schwartz, aux éditions Albin Michel, que j'ai adoré, franchement, trouvé génial. Il était trop bien. Il était vraiment trop bien. Ici, il y avait un peu moins, c'était un peu moins noirceur, mais c'était tout à fait encore gothique. C'était encore le fait que les femmes, à cette époque, ne peuvent pas encore faire ce qu'elles veulent. Hein. Et ici, ça se passe plus à Édimbourg, mais à Londres, carrément à la cour. Donc ici, Hazel, je sais son prénom, va aider au fait la reine Victoria, enfin la princesse Victoria, à aller mieux parce que celle-ci est soi-disant malade. Enfin bref, j'ai super bien aimé. Il va y avoir donc des intrigues, il va y avoir beaucoup d'intrigues, beaucoup d'intrigues. C'est un peu plus lent par contre, j'ai trouvé, que le premier tome. L'écriture était toujours aussi bien. Enfin franchement, c'est une suite qui en plus est une fin, je suppose, est une fin, mais pourrait très bien aller sur une autre suite. Franchement, ici, on n'a pas de nouvelles s'il va y avoir une suite ou pas, si c'est une trilogie ou pas, mais elle pourrait très bien découler sur un autre tome. Franchement, oui, sans problème. Mais cette fin se suffit à elle-même aussi, donc voilà. Donc ici c'était l'histoire donc de Hazel qui veut devenir chirurgienne.
déjà médecin, c'est pas possible. C'est pour les hommes, mais alors chirurgien, c'est encore pire parce que ils sont encore moins bien vus, parce que pour eux, ce sont les chirurgiens, en fait, ce sont les... Comment expliquer? J'ai le mot en bouche, mais... Oh oui, non, j'ai du mal pour le moment. Ce sont des charcutiers, au fait. Enfin, ils sont là pour vous charcuter, vous couper dans tous les sens et tout, alors que bah, c'est vrai que c'était le début de la chirurgie, et donc forcément, bah, ils faisaient des expériences, mais la plupart du temps, les expériences se faisaient sur des cadavres, et donc du coup, elle avait fait la connaissance de Jack, qui était un détrousseur de tombes, mais elle n'a plus de ses nouvelles, enfin bref. Je peux pas trop vous parler du second tome parce que bah, forcément je vais vous spoiler tout le premier tome, donc voilà. Je vous dis seulement une chose, lisez aussi cette saga, franchement elle est vraiment pas mal. Il n'y a pas de scène trop hard ou spécie. Franchement c'était génial, j'ai vraiment bien apprécié. 16 ans, ouais peut-être 12 non, je dirais pas, 14, 15, 16 ans, sans problème, vous pouvez le lire, voilà. Alors ensuite, je vais vous parler de les enquêtes de Miss Merkel, donc le tome 2, 6 pieds sous terre, donc de David Safier chez City Edition. Alors c'est un cozy mystery, hein, donc avec Miss Merkel. J'ai moins rigolé que dans le premier. J'ai trouvé ça un peu plus, je sais pas, sentimental. Bref, ça va se passer donc toujours dans ce petit village, dans son petit village perdu d'Allemagne, hein, je ne sais plus, de Bavière. Ouais, je crois que c'est en Bavière. Elle tombe au fait sur le cadavre du jardinier du cimetière qui est mort. Bien sûr, c'est toujours elle qui tombe sur les morts, hein, forcément. Et donc elle va, bah là forcément, on peut pas dire que ça va être un suicide, donc c'est obligatoirement un meurtre. Sauf que, bah, comme vous le savez, le commissaire, enfin, ou l'inspecteur, je sais plus exactement, qui est là-bas est un peu nul, hein, franchement, on peut dire ça comme ça. Et bah, elle va mener sa petite enquête à elle, et bah, voilà. Donc elle va rencontrer plein de nouveaux personnages dans cette histoire, dont deux croque-morts, hein, voilà, deux croque-morts dans deux entreprises différentes, et, et qui gèrent la mort, on va dire ça comme ça, de deux manières totalement différentes. Et ben, nous allons avoir Madame Merkel qui va avoir des petits papillons dans le ventre quand elle va voir un certain croque-mort. Donc voilà, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu plus sentimental, parce que voilà, il y a cette histoire. Et il y a une histoire beaucoup, on parle beaucoup aussi de Shakespeare. Donc, j'ai bien aimé, franchement c'était pas mal, je lirai sûrement la suite et tout, parce que je trouve ça quand même bien marrant, bien sympa, j'adore les personnages, ils sont super bien, ils ont leur petit caractère aussi, et alors il y a toujours des petites notes piquantes comme ça, enfin des conversations, enfin non, les conversations et des petites piques et tout, enfin bref, ils sont super bien. Mais c'est vrai que celui-ci était un peu en deçà du premier tome, dans le sens où bah, j'ai rigolé un peu moins. Mais c'est toujours quand même aussi cosy, c'est toujours aussi... Ouais, c'était palpitant, hein, il y avait un peu plus d'action, je trouve. Euh, Et bah, ici, un peu plus de sentimentalisme. Voilà. Mais voilà, c'est super bien passé. On verra Miss Merkel dans une autre enquête, à mon avis. Bref, oui, c'est un livre à lire, c'est un livre à découvrir, c'est une saga à découvrir. Il vaut mieux lire le premier quand même que de lire le deuxième, parce que ben, comme ça vous savez ce qui se passe entre les personnages, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien commencer par ce tome 2. Il n'y a pas de fil conducteur réellement, si ce n'est entre les personnages, mais voilà quoi, c'est pas non plus hyper... Maintenant ça spoil pas vraiment... Ah, quoi que si, ça spoil quand même le tome 1. Si. Il y a quand même le spoil du tome 1, ça vous dit qui a tué qui. Donc, ouais. Mais, voilà, quoi. Maintenant,
c'est un cosy mystery, donc c'est pas bien grave. Les trois quarts du temps, souvent les cosy mystery, on peut les lire séparément, il n'y a pas vraiment de fil conducteur réel. Enfin, si, on a, mais je veux dire, c'est pas problématique si vous ne savez pas ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Donc voilà, c'est un livre à découvrir, donc comme je vous ai dit. Ensuite, un autre Cozy Mystery, mais que celui-là, c'est une petite pépite. C'est ma saga sous chouchou. Ce sont les enquêtes d'Anna Swensen. C'est le tome 4, donc Meurtre et tarte au citron meringué, qui se passe pour une fois en été. Oui, donc entre guillemets, j'aurais dû le lire cet été. Hein, mais bon, enfin bref. Je le lis maintenant parce que le tome 5 se passe en plein Noël. Donc, je devais absolument le lire. Et comme en plus, ma petite copine de cerisier japonais me tannait pour absolument le lire parce qu'elle veut qu'on lise le tome 5 ensemble, sauf que elle a déjà commencé et que moi, j'ai pas encore commencé. Enfin bref, vu que j'ai des petits soucis là en cours de lecture, enfin bref, j'ai lu ce tome 4 et que j'ai complètement adoré, comme d'habitude. Les personnages sont toujours aussi pétillants, sont toujours aussi extravagants. Notre petite Anna, elle est toujours dans son petit triangle amoureux. C'est à mourir de rire parce que même eux, ils le savent qu'ils sont en triangle amoureux et qu'il faut que ça reste comme ça. Enfin bref, j'ai adoré. Et alors, bien sûr, pour une fois, ce n'est pas elle qui découvre le meurtre, enfin le cadavre, mais c'est sa mère. Donc, voilà, sa mère va se dire, oui, pour une fois, c'est moi qui tombe sur le cadavre. Elle va plus dire à sa fille, t'en as pas marre de tomber sur les cadavres? Mais non, pour une fois, c'est elle. Donc, et du coup, c'est sa mère qui lui dit, eh bien, vu que je l'ai trouvé, c'est à toi à suivre l'enquête, enfin, à résoudre cette petite enquête, savoir qui a tué, donc, cette femme qui s'appelle je ne sais plus comment, parce que ça date un petit temps. Enfin bref. Donc l'histoire, c'est que c'est que Norman a décidé au fait d'acheter une maison. Donc d'acheter au fait un terrain surtout, et il y a une maison dessus qui est vide, donc qui n'est pas encore tout à fait vide, mais qui va l'être et tout. Et en même temps, il va la raser et va construire la maison de leur rêve, parce que ils avaient, dans un tome précédent, fait le plan de leur maison de rêve et ils avaient gagné. Et donc, du coup, Norman veut faire cette maison de rêve qui est énorme. Hein, il y a trop de monde pour... il y a trop de chambres, trop de trucs, la maison est trop grande pour lui tout seul, mais enfin bref, il veut la construire, et donc du coup, il va donc dans la maison qu'il va démolir pour peut-être trouver des trucs qui pourraient être intéressants, du moins pour la mère d'Anna, qui est devenue entre guillemets antiquaire, et donc elle se dit, ah bah tiens, je vais peut-être trouver des trucs intéressants pour ma boutique. Donc elles y vont, elles vont voir, elles vont débarrasser la maison, et donc du coup elles tombent sur le cadavre de la propriétaire, de l'ancienne propriétaire de cette maison. Et puis voilà. Et donc commence l'histoire. Qui se passe en plus le 4 juillet, hein, qui se passe les jours précédents, le 4 juillet et le 4 juillet, donc c'est pour ça que je vous dis que ça se passe en plein été. Et comme d'habitude, elle va être aidée par sa sœur, sa mère, par Norman, par Mike, hein, parce que Mike lui a dit, oui, tu peux en effet suivre ta petite enquête, et tu me diras ce que tu auras trouvé, enfin bref. Et voilà, j'ai encore tout à fait adoré cette histoire. J'adore quand même toujours notre petite Anna. Franchement, elle est trop marrante et tout. Enfin bref, c'est une saga que je vous conseille absolument. Donc, les enquêtes d'Anna Swensen de Joanne Flux chez Le Cherche Midi. Il faut absolument que vous les lisiez. Par contre, celles-ci, je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre, dans le sens où vous allez mieux comprendre les relations entre les personnages, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages au départ, donc voilà. Et puis tout simplement parce que ça suit dans le fil du temps, en fait. Il y a quand même des périodes, donc ça se suit tout simplement dans l'année. Donc voilà. Et mais bon. Maintenant, si vous voulez le lire tout seul, vous pouvez le lire tout seul. Hein. Mais vous allez peut-être pas tout comprendre.
Du moins la relation entre Anna, Norman et Mike. Mais bon, au pire, si vous voulez, vous pouvez sans problème. Mais moi je vous conseille de lire depuis les début. Bon, ça va, c'est que le tome 4. Je crois qu'ils sont au tome 8. Bref, je sais pas, je ne sais même plus où on en est dans les tomes parce que je ne les ai pas achetés les suivants. J'ai le tome 5, voire le tome 6, je pense, je sais plus. Faudrait que je vérifie. Le tome 5, ça c'est sûr, je l'ai, mais le 6, je ne sais pas. Je ne me souviens plus si je l'ai. Enfin bref, voilà. Vous devez lire cette saga. Et enfin, le dernier livre dont j'ai lu, qui est au fait le seul livre que j'aurais lu dans le cadre du challenge du Black November, parce qu'en plus ici, je n'ai lu aucun livre du challenge book, Villain's Book Challenge, et je n'aurais lu qu'un livre du Black November, parce que j'aurais pas le temps de lire celui de la dernière semaine, donc j'ai trop d'autres livres à lire. Donc du coup, j'ai lu un livre en poche, c'est en poche, hein, parce que c'est chez Point. Donc c'est une des premières enquêtes donc, de Erlendur, donc La femme en vert, donc d'Arnaldur Indridason. C'est un livre en plus que il est bien ce livre, donc Séverine recommande chaudement parce que c'est un de ses 100 plus belles lectures, enfin ses 100 plus beaux polars et romans noirs thrillers qu'elle avait mis dans son carnet de lecture de cette année. Et moi j'ai été un peu déçue. Enfin, c'est pas que j'ai été déçue dans le sens où il était nul. Non, c'est pas ça. C'est juste que je m'attendais à mieux. À plus. Enfin bref, je m'attendais à quelque chose de très comparé à La Cité des Jars. Je pensais que ça allait être mieux que ça. Et non. Voilà. J'ai été un peu déçue. Donc ici, je sais même plus de quoi on parle. Ça c'est fort quand même. Ah oui, ça se passe à la Seconde Guerre mondiale. Je sais plus. Ah oui, c'est ça. Désolée. Je vous le dis, ça fait... je suis un peu perdue pour le moment dans mes lectures, enfin bref. Et puis ça date d'il y a quand même déjà 3 semaines, hein, quasiment, donc voilà. J'en ai lu pas mal entre-temps. Tout ce que vous avez vu, hein. Donc voilà. Ça se passe donc à Reykjavik, donc dans un quartier qui est en construction en fait. Et il découvre, enfin un enfant en fait, est en train de mâchouiller un os. Enfin, au départ, on sait pas, il est en train de mâchouiller quelque chose, et un enquêteur, oui, c'est l'enquêteur, qui lui dit qu'est-ce qu'elle mâchouille, enfin bref, et il va voir, non, c'est un médecin, c'est ça, c'est un jeune, un étudiant en médecine, et qui va voir, et qui se rend compte qu'au fait, c'est un os humain. Donc du coup, il va prévenir la mère et tout, et il va demander au garçon, donc qui était son anniversaire à ce moment-là, qui lui demande où est-ce que vous avez trouvé ça, et il dit tiens, j'ai trouvé ça là-bas dans une nouvelle construction, donc ils vont voir et tout, et ils se rendent compte qu'au fait il y a un squelette donc dans la fosse de la nouvelle construction qu'il va y avoir, et de là va se résoudre une nouvelle enquête de Arnaldur, donc qui va devoir se passer, donc ici c'est un cold case qui se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale. On va traiter les maltraitants, enfin le thème principal sera surtout la maltraitance des femmes. Ouais, c'est assez dur en fait. Je pense que c'est pour ça en fait que Séverine Delebiens-Seville a vraiment bien aimé ce livre, parce que ce thème est très fort dans ce livre, et il est très bien expliqué. Franchement, on se dit comment elles peuvent, et au fait, voilà, on comprend que il y en a certaines, voilà, elles ne réalisent pas au fait qu'elles se font maltraiter, elles ne réalisent pas, elles se referment sur elles-mêmes, elles font tout pour que leurs enfants par contre n'aient rien, mais, voilà, il se passe des choses que elles peuvent pas gérer, quoi, tout simplement. Donc ici, il va y avoir donc cette histoire donc qui se passe dans le passé, plus bien sûr ce qui se passe dans le présent, et donc ils vont partir à la recherche de qui est celui qui est mort, quoi. Ou sinon, à part ça, bon, c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai très bien apprécié, mais j'ai pas aimé, comme je vous ai dit, comme je pensais. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à plus au fait. Tout simplement, je m'attendais vraiment à plus parce que je suis une fan d'Arnaldur Indridason, et que je pensais que ça allait être mieux que La Cité des Jars, alors que j'ai adoré La Cité des Jars. Pour moi, c'est
ouais, c'est celui que j'ai le mieux apprécié. Franchement, jusqu'à maintenant, c'est celui-là que j'ai le mieux apprécié. Même si la trilogie des ombres était une trilogie géniale, par rapport aux enquêtes d'Erlandur, je vais y arriver, eh bien, c'est celui que j'ai préféré, c'est la Cité des Jars. Donc ici, voilà. Et alors, en même temps, bah, on suit au fait aussi l'histoire de Erlandur, donc sa vie personnelle. Donc, comme j'en ai lu un qui sont donc la Cité des Jars qui se passe après, je sais un peu ce qui s'est passé avant. Donc ici, je sais maintenant réellement ce qui s'est passé. Et ben voilà, maintenant je vais lire les autres l'un à la suite des uns des autres pour mieux comprendre le fil conducteur par rapport à sa vie à lui. Mais ce n'est absolument pas gênant. Enfin moi personnellement, j'ai lu La Cité des Jars il y a déjà facile une bonne année. Ça m'a pas tracassé de savoir ce qui se passait dans sa vie et que maintenant je sais réellement ce qui s'est passé dans sa vie. Donc voilà, franchement, ça m'a pas tracassé. De toute façon, chaque enquête est résolue à chaque fois, donc voilà. Je vous le dis, moi, Arnaldur, c'est vraiment mon polar scandinave préféré, enfin mon auteur scandinave préféré. Je suis une vraie fan, je l'adore. Réellement. En plus, c'est bien parce que ça se passe toujours. Donc, il y a donc le passé, enfin, des fois il y a du passé, des fois ça se passe toujours au présent, ça dépend. Mais quand les périodes du présent, ça se passe jamais sur des mois ou des années. L'enquête se passe sur plusieurs jours. On sait la coupure entre chaque jour, en fait. Il va pas se passer, par exemple, 2 semaines entre le moment où il parle d'un truc et puis 2 semaines après. Non, non, non. C'est vraiment, on est vraiment temporellement à jour. Tous les jours, il explique ce qu'il a fait ce jour-là, on sait que c'est ce jour-là qu'il a fait ça, on sait qu'il aurait résolu cette affaire-là, enfin bref, cet indice, qu'il aurait eu cet indice et tout. Donc c'est franchement, moi j'adore, moi, c'est vraiment ça que j'adore chez Arnaldur Tidasen, c'est qu'il y a réellement une temporalité réelle et qui se suit réellement, quoi. C'est pas, comme je vous dis, ouais, tiens, il y a 3 mois ça se passe, et puis voilà, quoi, entre-temps, on sait pas ce qui se passe, quoi. Non, ici, on sait toujours ce qui se passe, du moins pour ce qui est de la temporalité du moment. Maintenant, pour ce qui est de la temporalité du passé, là, en effet, il y a des fois, ça saute. Mais ils le disent que ça saute. Enfin, on le voit, on le sent directement qu'il y a eu plusieurs mois ou plusieurs années qui se sont passées. Mais voilà, enfin, c'était franchement... Je le conseille fortement parce que c'est un de mes coups de cœur quand même, hein. Même si je m'attendais à mieux, à plus, enfin bref, je m'attends toujours à trop en fait avec Arnaldur, donc voilà. Mais je vous le conseille, hein. Si vous connaissez pas, lisez-le, c'est du polar noir, mais très bien. Et alors, pas gore, hein, absolument, enfin, il y a oui, il y a peut-être un peu, mais ça va pas durer 3 pages, ça va durer peut-être une ou 2 lignes, il y a vraiment pas de... C'est vraiment pas du sang et tout, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment du polar et c'est génial. C'est du policier, c'est réellement du policier. Et franchement, c'est vraiment super bien. Bon, ben voilà, j'ai terminé mon point lecture. J'espère que celui-ci vous aura plu, qu'il y aura des livres que vous avez peut-être lus ou que vous lirez, que je vous aurai donné envie de lire l'un de ces romans ou de ces sagas, parce que forcément je vous ai parlé quand même de pas mal de sagas. Ouais, je vous ai parlé de beaucoup de sagas au fait. Quasiment toutes c'était des sagas, quasiment. Enfin bref. J'espère que que cela vous a donc plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis ne pas oublier de mettre de petits commentaires. Je vous attends dans les commentaires, franchement, réellement. Allez, bisous, à plus en bus!